L'océan Indien est calme, l'occasion rêvée de se glisser au large des plages de Madagascar. Le long de la côte nord-ouest de Madagascar, il y a beaucoup d'îles quasi désertiques, refuge pour de nombreuses espèces. Celle qui nous intéresse s'appelle Nossi Sakatia, l'île aux orchidées. Nous allons y visiter la forêt primaire d'Amboibé qui recouvre le cratère d'un ancien volcan, pour ensuite partir à la découverte des fonds marins de l'océan Indien qui nous entoure. La première destination de ce nouveau parcours, c'est donc Sakatia. Atteindre cette petite île aux orchidées avant de monter sur le volcan à la découverte de ses richesses cachées. Il y a 1000 ans, les premiers hommes sont aussi arrivés du large de Malaisie et d'Indonésie. Ils étaient marchands à la recherche d'épices. Mais Madagascar et ses archipels ont dû les faire rêver puisqu'ils n'en sont plus jamais repartis. Et ce sont ces pionniers, puis d'autres venus d'Afrique plus tard, qui ont amené le bétail, développé les cultures et planté les arbres fruitiers ici, à Madagascar. L'île de Sakatia mesure à peine 6 km² de surface. Elle abrite 2 petits villages, mais la majeure partie de l'île est recouverte de végétation. Avant de s'y rendre, il faut encore assurer la pirogue en roulant sa voile. Bien ancrée, elle ne risque plus d'être emportée par les marées. L'endroit est sauvage, même les autochtones ne s'y rendent pas. Il faut dire que la forêt est très dense dans ce secteur. C'est une forêt primaire, en l'occurrence un sous-bois de bambou, entravé par de nombreuses lianes aux dimensions démesurées. Dans cette forêt vierge sont enfouies des dizaines d'espèces végétales et animales. Certaines d'entre elles sont uniques au monde, comme le plus petit caméléon vivant sur Terre, le Brookesia. Avec un peu de chance, nous pourrons en observer un. Mais pour l'instant, il faut surtout regarder où l'on met les pieds. La traversée de cette jungle est d'autant plus difficile que tout y est en friche, et qu'en plus cela monte. Les flancs du volcan sont très escarpés. Un boa. Acrantophis madagascariensis. Cette rencontre est d'autant plus surprenante que ce serpent est une vedette. Vedette, c'est un bien triste record d'ailleurs, puisqu'il est l'une des espèces sauvages au monde les plus menacées d'extinction. Ils peuvent atteindre les 25 ans. Chassent pendant la nuit et se reposent au sol la journée dans les feuilles mortes. On peut facilement en trouver dans la région car ils ont peu de prédateurs et ne sont pas chassés par les locaux. C'est un serpent magnifique qui peut facilement atteindre 3 mètres et qui n'est pas du tout agressif. Si le boa de Madagascar n'est pas belliqueux, il n'en aime pas moins la bonne chair fraîche. Il attrape volontiers rats, souris et oiseaux qu'il va ensuite avaler et digérer 4 jours durant. Puis une semaine plus tard, il s'en ira chasser un nouveau festin. La quête se poursuit. Ici, l'homme n'a pas le droit de venir chasser ni le droit de venir couper du bois. La région a été placée sous la protection de l'État. Les autorités malgaches ont enfin réalisé l'importance de préserver la richesse unique de la faune régionale. Pour les habitants, une telle règle n'était même pas nécessaire, puisque pour eux, cette partie de l'île était déjà sacrée et dévolue aux ancêtres. Autrement dit, une zone où ils n'ont jamais eu le droit de faire ou de prendre quoi que ce soit. Juste observer. Voilà l'endroit idéal pour trouver des Brookesia, les caméléons qui vivent sur le sol. Sur cette île, il en existe 2 espèces et celui qui nous intéresse et que l'on va chercher s'appelle le minima. Le Brookesia minima, notre fameux caméléon de poche.
Comme toujours lors des expéditions, rien n'est laissé au hasard. Avant de s'engager dans cette forêt, des renseignements précieux ont été recueillis auprès de la population locale. N'empêche, une fois sur place, les choses changent passablement. La nature bouge, imprévisible, et l'avance se fait à tâtons. Ah, un petit serpent. Certainement un des prédateurs du minima. Au vu des dimensions de ce prédateur, on imagine facilement l'extrême petitesse du minima que l'on cherche. Mais voici une nouvelle découverte. Voilà un gros Brookesia, le Stumphy. Il peut atteindre jusqu'à 10 cm, ne change presque pas de couleur. On le reconnaît grâce aux formes en losange qu'il a sur le dos. Il profite de son camouflage pour passer inaperçu dans les feuilles mortes. Là encore, il faut de la chance, car le Brookesia Stumphy aime si peu être dérangé qu'il joue le mort quand il sent le danger s'approcher. Il devient alors pratiquement invisible. Et dire que le minima, lui, est un caméléon encore plus petit. Dans ce cas, et comme le dit l'expression, autant chercher désormais une aiguille dans une botte de foin. Mais le voici. Le Brookesia minima, le plus petit reptile au monde. On dit même que c'est le plus petit vertébré qui existe. 34 mm au maximum. On ne le trouve que sur les îles des environs et aujourd'hui il est gravement menacé par la déforestation. Heureusement qu'il reste encore des endroits comme Sakatia. Curieusement, ce petit être aux allures fragiles semble presque pâteau. Les Malgaches l'appellent le Ranivari. Et ils le respectent. Plusieurs croyances locales sont liées à ce petit reptile. Ainsi, pas question pour un Malgache d'écraser ou même de déplacer un Ranivari. Sinon, la malchance s'abattra sur l'homme imprudent. On est au sommet. L'endroit qui a été choisi par une grosse colonie de chauves-souris rufus leur sert de dortoir. Ce sont les plus gros mammifères capables de voler, plus d'1 mètre d'envergure pour 1 kg. Elles se nourrissent exclusivement de fruits qu'elles vont chercher pendant la nuit sur les îles des alentours. On en trouve beaucoup à Sakatia car l'île est protégée et elles sont à l'abri des chasseurs. Un bon millier de ces roussettes ont trouvé refuge au sommet du volcan. L'atmosphère est chargée d'une odeur ammoniaquée. Partout, un effluve de fruits pourris flotte dans l'atmosphère. La température élevée de l'air est aussi pénible. Les organismes souffrent, les chauves-souris se ventilent en faisant battre calmement leurs ailes. Les chauves-souris rufus se reconnaissent facilement. Elles ont le même faciès et la même couleur, ou presque, qu'un renard. Dans la nature, elles sont importantes. Les fleurs et certaines plantes comptent sur elles pour assurer la pollinisation et disséminer leurs graines. Avec des ailes de plus d'1,20 m d'envergure, la technique d'envol de cet unique mammifère volant est bien spécifique. Enclencher le battement des ailes, orienter les palonniers et une fois à pleine puissance, lâcher le frein à main. Les heures passent vite dans cet environnement propice aux observations. Si la forêt de l'île de Sakatia renferme de nombreux trésors, aux alentours, les fonds marins en recèlent tout autant. Et comme il faut une petite heure de marche pour retourner jusqu'à la pirogue, le moment est venu maintenant de quitter les bords du volcan. Sur le chemin, une nouvelle rencontre, un boa, de la même espèce que celui rencontré à l'allée. Un boa de Madagascar.
Plus loin, un cousin du bois, un léohétérodon. Il est partout sur l'île de Sakatia. Il est aussi très présent dans tout le pays. À vrai dire, il pullule. Certains vont même jusqu'à venir la nuit voler des poules chez les paysans. Depuis le moment de l'arrivée sur l'île le matin, la mer a changé, la marée est montée. Bien ancrée, la pirogue est toujours là. La marée montante va nous rendre un fier service. Grâce à elle, le plancton dérive et attire les poissons. Comme de plus, au moment de ce flux ascendant, l'eau devient plus claire, l'observation sous-marine en deviendra nettement plus facile et donc encore plus intéressante. Une bonne demi-heure d'effort est encore nécessaire pour contourner l'île et trouver le récif de corail où logent la plupart des poissons tropicaux. Pour se guider, le seul moyen, c'est d'utiliser sa rame, car les pirogues à balancier n'ont pas de gouvernail. La voile, faite de toile de jute synthétique, soulage la navigation. Le récif de corail est maintenant rejoint. Il faut assurer une nouvelle fois le bateau, plier la voile, jeter l'ancre et se préparer pour la plongée. Pour descendre à 35 mètres de profondeur, même en mer chaude, la combinaison est indispensable si l'on veut tenir le coup plus de 40 minutes sans souffrir d'hypothermie. Sakatia va certainement nous livrer d'autres secrets et assurément quelques rencontres surprenantes.